Vous luttez pour dépasser le cap des 1000 abonnés sur YouTube. Vous rêvez de voir vos vues exploser sans pour autant y laisser votre portefeuille. Aujourd'hui, je lève le voile sur la méthode de l'écart stratégique, le secret derrière mes succès les plus éclatants. Et ce, sans dépenser un centime en publicité. Ces résultats obtenus avec moins de 1000 abonnés pourraient bien être les vôtres. Découvrez comment atteindre 1000, 5000, 10 000, 50 000, 100 000 vues sur vos vidéos, sans compter sur la chance ou sur des astuces éphémères. Est-ce que vous êtes prêt à changer la donne? C'est y part avec le premier point, une étude qui change tout. Vous êtes sur le point de découvrir le secret que chaque créateur YouTube en herbe rêve de percer, c'est comment franchir le seuil des 1000 premiers abonnés. Vous allez comprendre pourquoi la méthode de l'écart stratégique est particulièrement efficace si vous avez moins de 1000 abonnés. Nico de Morning Fame a réalisé une étude très intéressante sur 3000 chaînes YouTube en comparant les sources de trafic. On remarque que le type de source de trafic d'une chaîne YouTube en développement vient quasiment à moitié des recherches faites par les internautes dans YouTube, ce qu'on appelle le YouTube Search. Comme ces chaînes ont peu d'abonnés, c'est logique que les suggestions de vidéos et la page d'accueil n'aient pas encore d'influence sur le nombre de vues. Donc, au début de votre chaîne YouTube, les recherches effectuées par les internautes sont clairement l'option qui apportera le plus de trafic. Pour les chaînes de plus de 600 abonnés, les suggestions de vidéos et pages d'accueil font leur apparition, mais les recherches restent majoritairement dans la source de trafic. Cet effet va continuer au fur et à mesure que la chaîne grandit. À partir de 100 000 abonnés, les deux paramètres suggestions de vidéos et accueil prennent leur envol et deviennent les algorithmes les plus importants de la chaîne devant les recherches. Ça nous amène au deuxième point, le piège des grandes chaînes. Ne tombez pas dans le piège d'imiter les grandes chaînes YouTube avec plus de 100 000 abonnés comme celle d'Olivier Roland, Marketing Mania ou Antoine BM, qui n'utilisent pas le levier des recherches faites par les internautes, le search. Leurs vidéos ne sont pas optimisées pour les recherches, mais pour apparaître dans les suggestions de vidéos. C'est la colonne de droite. Stan me l'a d'ailleurs confirmé de vive voix. Moi j'ai une stratégie qui est une stratégie d'être dans les recommandations, donc les mots-clés ça m'intéresse pas. Et comme vous avez moins de 1000 abonnés, ça va être compliqué de faire décoller vos vues en suivant les mêmes méthodes qu'eux. D'ailleurs, les titres putaclic orientés navigation, ça ne marche pas toujours non plus pour eux. Par exemple, Antoine BM a récemment confié que la stratégie des mots-clés était très efficace sur sa chaîne. Ça fait des années que j'essaye plus de faire des vidéos pour la recherche ou pour le référencement sur YouTube. J'essaie de faire des vidéos de youtubeurs avec un succès mitigé. J'ai fait au milieu de ça quelques vidéos comment faire un vlog, des petits tutoriels. Ils explosent en fait. Et maintenant, il y a tous mes vlogs, ils font 6000 vues. Et puis il y a comment faire un vlog qui fait 50 000 vues quoi. J'ai envie de faire plus de contenu comme ça parce que ça se référence de fou quoi. On voit d'ailleurs que la majorité des vidéos tendances de sa chaîne sont des vidéos comment bien référencé. Il y a d'autres chaînes YouTube qui ont plus d'1 million d'abonnés et qui continuent à se concentrer uniquement sur des vidéos SEO comme Primal Video par exemple. Donc la recherche ça marche aussi quand on a plus de 100 000 abonnés, c'est donc bien d'apprendre à l'utiliser, ça vous servira tout au long de votre chaîne. Chez Stratégie Vidéo, on fait un mélange entre titres orientés navigation et recherche avec une majorité de vidéos recherche, c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux pour nous en tout cas à long terme. Il y a une erreur fatale à éviter qui est pourtant faite par 90% des petites chaînes YouTube et qui les empêche de faire des vues, même si vous pensez créer d'excellentes vidéos, titres et miniatures, vous la faites certainement. Et cette erreur me rappelle cette histoire, l'histoire d'un cadeau de Noël qui, disons, n'a pas fait mouche. C'est moi le coupable. Je vous emmène en décembre 2011, à l'époque où The Walking Dead était notre série fétiche, à Sophie et moi. Oui, Sophie, c'est ma femme et la maman de nos 2 enfants. On est ensemble depuis 2008. À l'époque, on ratait pas un épisode, c'était vraiment notre petit rituel. Et puis, arrivé aux fêtes de Noël, en mode mission secrète, je me suis faufilé à la Fnac pour dénicher le cadeau parfait pour Sophie. Et là, jackpot, je tombe sur le jeu de société The Walking Dead. Dans ma tête, c'est le feu d'artifice. Je me dis, c'est ça, on aime la série, donc on va adorer passer des heures à combattre des hordes de zombies en plastique. Le grand jour arrive, Sophie déballe le cadeau, et là, vous auriez dû voir sa tête. Imaginez vraiment un mix entre un sourire poli et l'expression de quelqu'un qui vient de découvrir que les carottes sont cuites. Oui, parce que dans mon enthousiasme, j'avais zappé un petit détail, c'est que Sophie, franchement, les jeux de société, ça la branche autant qu'un marathon de films d'horreur branche un lapin nain. Vraiment zéro, nada, niet. Sophie, c'est la reine des cadeaux ultra personnalisés. D'habitude, elle trouve toujours des trucs qui nous touchent vraiment tellement qu'on se demande si elle a pas un diplôme en lecture de pensée. Et là, moi, j'arrive avec mon jeu de société. Autant vous dire que j'ai eu droit à la médaille d'or du flop festif. Mais bon, je me suis rattrapé depuis. Comment? En mode grand jeu, voyage à Dubaï, Marrakech, Lisbonne, Amsterdam, un Mac flambant neuf, une chaise ergonomique pour ses longues heures de travail et j'en passe. On peut dire que j'ai mis le paquet pour compenser le coût du jeu de société. Ce que j'ai appris de cette mésaventure, toujours, mais alors toujours se rappeler de ce que l'autre aime vraiment. Pas juste ce qu'on aime nous, ce qu'on pense qu'il devrait aimer. Alors voilà, chers amis, quand vous pensez à votre prochain contenu YouTube, souvenez-vous de mon épique raté et demandez-vous, est-ce que c'est vraiment pour eux ou est-ce que c'est juste parce que moi, j'aime bien ce sujet. Et ça, c'est vraiment une erreur que je vois chez beaucoup de nos étudiants. Ils font des vidéos sur des sujets qui les passionnent eux, dont ils ont envie de parler, qui selon eux devraient être regardés. Et la plupart du temps, en fait, ils ne font
pas de vues. Ils cherchent un hack, un secret pour transformer ce qu'ils aiment en contenu viral, sans réaliser que la vraie magie réside dans la connexion avec ce que leur audience désire réellement entendre et voir. Donc même si vous maîtrisez l'art des miniatures accrocheuses, des titres percutants, des montages vidéo impeccables, sans aborder des sujets qui résonnent véritablement avec les intérêts de votre audience, plutôt qu'avec vos propres passions, les vues continueront de vous échapper. Et au final, la seule spectatrice assidue de vos vidéos, ça risque d'être votre maman. Et cette prise de conscience m'amène directement au cœur de notre prochaine étape, la dualité des titres, navigation versus recherche. Globalement, il existe deux types de titres pour les vidéos YouTube, ceux qui sont orientés pour la navigation et ceux qui sont plutôt orientés pour la recherche. Les titres orientés navigation sont comme des appâts, ils sont là pour capter l'attention et susciter l'émotion chez les spectateurs. En langage clair, on parle de titres putaclic, mais vraiment dans le bon sens, quoi. Donc, comme par exemple, je tente des glaces insolites. On réagit aux pires recettes d'Américains. Si vous êtes dans la pâtisserie, ce sera un titre du genre « Cette recette de crêpes va changer votre vie ». Avec ce genre de titre, vous donnez à vos vidéos une chance de devenir virale en piquant la curiosité des spectateurs. De l'autre côté du spectre, les titres orientés recherche sont plus nichés, plus spécifiques. Ils répondent à une question précise et ciblent un public qui est bien défini. Dans notre exemple de pâtisserie, ce serait « Comment faire des crêpes sans sucre et sans gluten » ou « Comment faire des vidéos avec son téléphone ». Concrètement, on calque les titres des vidéos sur les recherches faites par les internautes. C'est ce qu'on appelle les mots-clés, le SEO, comme tu veux. Parce que oui, et c'est ça que je veux que tu comprennes bien, c'est que personne ne va taper « je tente des glaces insolites » dans la barre de recherche Google ou YouTube. Et pourtant, si vous utilisez un outil pour les mots-clés comme TubeBuddy, il va vous dire que c'est bien. Vous allez vous lancer sur l'idée en pensant que ça a été validé par TubeBuddy et vous étonner après que ça fait pas de vue, tout simplement parce qu'à la base, c'est pas un mot-clé. Personne ne tape cette recherche. J'espère que c'est bien clair. C'est super important pour comprendre la suite. Un truc à savoir, c'est que c'est pas avec des titres orientés recherche que vous allez faire des millions de vues. En quelques jours en tout cas, la vidéo avec le plus de vues de notre chaîne n'a fait que 3000 vues en 7 jours après sa publication. Alors je sais, pour certains, 3000 vues c'est énorme, hein. Mais à l'époque, ma chaîne avait déjà 50 000 abonnés je pense. Et avec 50 000 abonnés, 3000 vues, franchement, c'était pas beaucoup. Pire encore, pendant des mois, la vidéo n'a pas décollé, alors que je m'étais vraiment beaucoup investi. C'est une vidéo qui faisait presque 40 minutes. Et j'ai vraiment eu l'impression que c'était une vidéo ratée, que c'était un flop. Pourtant, j'étais loin de me douter de la suite parce qu'au bout de 5 mois, la vidéo a commencé à décoller. Et encore aujourd'hui, plus de 3 ans après sa publication, elle cumule plus de 1 million de vues. Elle a rapporté plus de 51 000 abonnés à la chaîne. Ces vues se sont accumulées au fur et à mesure du temps parce que de nouvelles personnes, tous les jours, veulent apprendre à filmer avec leur smartphone, tapent cette recherche dans YouTube et tombent sur ma vidéo parce que j'ai travaillé le SEO, donc le référencement à fond, et que pour l'instant, elle est toujours numéro 1 sur ses recherches. Et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien de voir qu'une vidéo que j'ai créée il y a 3 ans continue encore aujourd'hui à faire des vues. De l'autre côté du spectre, on a les titres qui sont orientés navigation. Ça va faire plus de vues et c'est des vues qui vont venir vraiment plus rapidement, quoi. Et le piège, c'est que on reçoit son shot de dopamine avec YouTube en plus qui nous dit que la vidéo est numéro 1, qu'il y a davantage de spectateurs qui ont choisi de regarder la vidéo. On est super content, la vie est belle, ça y est, on a craqué le code, on est le grand patron. Mais le problème, c'est qu'à un certain moment, ces vues vont arriver à un plateau et vous allez avoir une courbe de ce genre-là. Donc dans cet exemple, avec ce titre orienté navigation, c'était petite chaîne, faites ceci et l'algorithme vous aimera. Le plateau des vues, il commence déjà à s'annoncer après seulement 8 jours. Et ça, c'est vraiment très dur parce qu'on a mis énormément de temps, d'énergie dans la vidéo et elle fait déjà plus de vues. Il va falloir recommencer et on ne profite pas de l'effet cumulé qu'on peut avoir avec la recherche. Ça donne un gros coup de dopamine au début, mais le soufflé au fromage retombe vite. Sans compter que ça va vraiment mieux fonctionner avec les chaînes qui ont plus de 100 000 abonnés. Une partie des abonnés va voir passer la vidéo dans son fil d'actualité, elle va cliquer dessus et si l'algo remarque que la vidéo plaît, il va étendre sa portée organique et la suggérer dans la barre de droite. Donc c'est ça, Suggested, c'est vraiment les vidéos suggérées. Donc si vous avez moins de 1000 abonnés, à votre avis, quel serait le type de titre que vous devez privilégier? La recherche, super, adopter des titres orientés recherche, c'est vraiment essentiel. C'est principalement par ce moyen que les nouveaux spectateurs vont tomber sur vos vidéos. En tapant une recherche spécifique dans Google ou YouTube, ils trouveront votre contenu parce que vous avez répondu à une question ou à un besoin précis qu'ils avaient. Avec une base d'abonnés plus modeste, il y a effectivement très peu de chances que vos vidéos apparaissent spontanément dans la colonne suggestion de droite. Cibler des requêtes spécifiques, c'est donc une manière efficace de garantir que votre contenu soit découvert par ceux qui cherchent activement des informations ou solutions que vous proposez. On a bien posé les bases, c'était essentiel. Maintenant, on va voir la phase suivante dans la méthode de l'écart stratégique. Elle consiste à devenir une grosse bête en mots-clés. Il y a beaucoup de débutants qui comprennent pas vraiment comment trouver les bons mots-clés, ou alors ils utilisent les mauvais outils ou les bons outils, mais de la mauvaise manière. Il y a par exemple l'onglet recherche qui est proposé
par YouTube. Je vais donc vous montrer les meilleurs outils qui existent, ceux qu'on utilise en tout cas tous les jours chez Stratégie Vidéo, et on va commencer avec un outil gratuit, c'est la saisie semi-automatique YouTube. En tapant simplement le mot comment, YouTube complète la phrase avec justement ce qui est recherché sur YouTube. Et on va se servir de ces infos pour trouver l'idée de vidéo qui correspond à notre sujet et qui est recherchée par notre audience. Ben oui, parce que si YouTube le propose, c'est parce que suffisamment de personnes ont déjà tapé ça dans la barre, ça veut dire que c'est recherché. Vous commencez à comprendre? Donc supposons que j'ai une chaîne sur la cuisine et que je veuille faire une vidéo sur les crêpes. Je tape comment faire des crêpes. Et là, j'ai déjà pas mal de variations qui sont proposées. Comment faire des crêpes faciles, sans œufs, salées, marocaines, sucrées, pour 20 personnes, sans mesure. On peut essayer aussi avec le mot meilleur. Et là, on a meilleur micro-casque, pas cher, gaming, XLR, cravate pour YouTube. Donc on peut se dire super, il suffit de se lancer sur ces idées, ça va cartonner. À un détail près, c'est que vous n'êtes pas le seul sur le coup, il y a d'autres entrepreneurs, d'autres YouTubeurs, coachs, créateurs de contenu qui utilisent en fait la même stratégie, qui publient déjà des vidéos sur les sujets qui sont très recherchés. Et comme ils ont commencé avant vous sur YouTube, qu'ils ont déjà des abonnés à leur chaîne et qu'en moyenne ils font plus de vues, ils ont plus de partages, ils ont plus de commentaires sur leurs vidéos YouTube, eh bien l'algorithme va leur donner plus d'autorité que vous et leurs vidéos apparaîtront donc devant les vôtres dans les résultats des recherches Google ou YouTube. Il existe cependant une solution à ça, elle se base sur le principe de l'offre et de la demande, c'est-à-dire trouver des idées de recherche qui représentent un certain volume et qui ont une faible concurrence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez besoin d'un certain volume de recherche mensuel pour avoir du trafic, parce que si personne ne tape cette recherche dans Google, votre vidéo n'apparaîtra jamais dans les résultats, vous ne ferez pas de vues, mais vous avez besoin aussi qu'il n'y ait pas trop de monde qui est publié de vidéos sur ce sujet-là. Et donc pour avoir une idée précise des vidéos qui ont déjà été publiées en utilisant exactement les mêmes mots-clés que vous pouvez utiliser CTRL F sur PC ou Pomme F sur Mac. Et là, vous allez voir instantanément qui a optimisé son contenu avec exactement les mêmes mots pour ces vidéos YouTube. Et ça, c'est vraiment la manière de le faire dans sa version gratuite. Vous voyez qu'il y a un volume puisque la barre de saisie automatique vous propose des idées, donc d'autres personnes ont déjà tapé ça avant. Et avec CTRL F ou Pomme F, vous pouvez voir si les vidéos ont été vraiment optimisées pour ce mot-clé-là et est-ce qu'il y a beaucoup de monde en face ou est-ce qu'il n'y a personne. Donc ça, c'est vraiment la version gratuite. Et au tout début de ma chaîne, quand j'étais encore musicien professionnel et que j'avais pas un rond, c'est la technique que j'ai utilisée pour trouver les idées de mes premières vidéos. Le problème avec ça, c'est qu'on n'a aucune idée du volume de recherche. On sait que c'est recherché parce que c'est suggéré, donc d'autres personnes l'ont tapé avant nous, mais est-ce que c'est souvent tapé? Combien de fois par jour? 1, 100, 1000, 10 000 fois par jour? C'est impossible de le savoir. Donc pour connaître les volumes de la recherche, il y a TubeBuddy que j'aime beaucoup et qui donne vraiment une indication, mais comme expliqué plus haut, je trouve qu'il donne trop facilement de bons scores, même sur des mots-clés qui ne correspondent pas à une recherche. Donc TubeBuddy, nous, on l'utilise beaucoup, mais pour d'autres choses, pour d'autres fonctionnalités, notamment les tests AB de titres ou de miniatures. Il y a d'autres trucs qui sont vraiment très intéressants avec TubeBuddy, mais pour la recherche de mots-clés, c'est pas celui-là que je vais vous recommander. J'aime aussi beaucoup Morning Fame, mais je le conseille pas aux chaînes qui ont moins de 1000 abonnés parce que ce qu'il y a avec Morning Fame, c'est qu'il est un petit peu décourageant. Morning Fame, c'est vraiment un super outil, mais plutôt quand on a plus de 1000 abonnés. Donc l'outil que je vous conseille, si vous avez moins de 1000 abonnés, c'est vidIQ. Déjà parce que contrairement à TubeBuddy, il ne donne pas facilement un bon score à des mots-clés qui sont pas recherchés. Mais surtout, vous allez voir, je vais vous expliquer, il y a plusieurs fonctionnalités qui vont être vraiment très intéressantes quand on a moins de 1000 abonnés. Mais aussi, il y a un coach IA qui va vraiment nous aider pour une étape un peu plus tard ici dans la méthode de l'écart stratégique. Vous allez voir, on reviendra à ça dans un instant. Donc ça, c'est pour la première méthode quand on a un mot-clé qui est un petit peu large, qu'on ne sait pas trop vers quoi se diriger. Maintenant, il y a une deuxième technique, c'est d'aller voir chez ses concurrents. Dans mon cas, ce serait aller voir chez Devenir YouTuber. Par exemple, je vais aller sur l'onglet vidéo et là, je vais classer ces vidéos par popularité. Les vidéos les plus populaires chez lui, elles ont déjà quelques années, 5 ou 6 ans. Et ça, pour moi, c'est trop vieux pour s'en inspirer parce qu'il y a des choses qui marchaient il y a 5 ans qui vraiment, aujourd'hui, vont plus vraiment fonctionner, aussi bien en tout cas. Et il y a un autre problème dans le fait de classer les vidéos par popularité, en fait, c'est que on voit simplement les vidéos qui sont les plus vues de la chaîne, mais on ne sait pas si ces vidéos sont encore vues aujourd'hui. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est celles qui sont vues maintenant, qui marchent maintenant, quoi. Et c'est là que j'utilise la magnifique extension vidIQ avec la fonctionnalité vidéo tendance. C'est dans l'abonnement payant de vidIQ. Là, on voit vraiment celles qui sont en train de faire des vues là maintenant, quoi, qui font le plus de vues par heure en ce moment. Maintenant, il va falloir quand même qu'on trie un petit peu parmi ces vidéos. Et comment je choisis la vidéo gagnante dans tout ça? Eh bien, j'ai plusieurs critères pour ma sélection. 1. La vidéo n'a pas été publiée trop récemment. Parce que c'est vrai que c'est normal, quand une vidéo vient de sortir, qu'elle fasse beaucoup de vues à sa publication. A contrario, la vidéo ne doit pas être trop vieille non plus. Donc moi, je donne un maximum de 1 an. Parce que, comme je vous ai expliqué, ce qui marchait il y a longtemps, il y a quelques années sur YouTube, eh bien finalement, c'est pas certain que ça va encore marcher aujourd'hui. L'algorithme évolue tout le temps. Et donc...
Je veux aussi que le titre corresponde à une recherche SEO, pas à un titre orienté navigation. Donc, quelle que soit la méthode que vous choisissiez, que vous partiez d'un terme plus vague avec les matching terms ou d'une phrase qui est plus complète, qui est inspirée d'un de vos concurrents, la suite de la méthode est la même. Et c'est là tout l'intérêt d'un outil comme vidIQ. En fait, il va scanner tous les résultats à votre place, donc toutes les vidéos qui sont sorties sur cette recherche-là dans YouTube, et c'est là qu'il vous donne un score d'opportunité instantanément. Il analyse vraiment l'offre et la demande. Il regarde si le volume est important et s'il n'y a pas trop de concurrence, s'il n'y a pas déjà trop de monde qui a sorti des vidéos là-dessus. Donc si on a un gros volume et peu de monde qui a sorti la vidéo, là, il va vous donner un très bon score. Par contre, si on a le contraire, qu'on a peu de volume de recherche et beaucoup de concurrence, évidemment, ils vont vous dire que c'est pas très bon, qu'il vaut mieux partir sur une autre idée. Mais là où vidIQ est vraiment magique, c'est qu'on va lui demander de nous proposer des idées sur lesquelles il y a peu de concurrence. Je suis certain qu'il y en a parmi vous qui se disent, quand on voit le volume de recherche, on se dit, bon, c'est quand même pas énorme, quoi. Je vois vraiment beaucoup de débutants qui font cette erreur de penser en fait qu'il n'y a pas assez de volume de recherche et en fait qu'ils devraient aller chercher des idées qui ont un beaucoup plus gros volume. Mais il faut vraiment réfléchir en termes d'intérêt composé, se dire que les vues, elles vont progresser au fil du temps. Même si c'est 50 vues par mois, elles vont s'accumuler de mois en mois et on s'assure de placer sa vidéo en haut des résultats, en première position, là où sur des volumes plus importants, il y aurait déjà trop de monde pour apparaître en premier. Donc on sacrifie finalement la chance de faire un carton, mais on garantit des vues constantes. C'est un peu comme en bourse, quoi. Donc le gain est moins important, mais on prend moins de risques. Il est quasi assuré, quoi. En tout cas, le seul truc qui me manque avec vidIQ, c'est qu'on voit pas vraiment la concurrence. On va garder vidIQ, mais on va contourner ce problème en allant nous-mêmes voir les résultats sur YouTube et on va analyser plusieurs critères. Ça, c'est vraiment important parce que de toute façon, quand vidIQ fait une analyse de la concurrence, il ne sait pas voir tous ces critères-là et vous allez voir que ça peut quand même faire la différence aussi dans la réussite de votre projet. Donc déjà, je vais regarder si les mots-clés qui sont utilisés par les concurrents sont identiques ou pas. Et là, on va utiliser la technique que je vous expliquais un petit peu plus haut, CTRL F ou Pomme F, et là, on voit en fait qu'il n'y en a qu'une. C'est parfait. Donc vidIQ était correct en nous disant qu'il y avait peu de compétition, mais franchement, c'est toujours mieux quand même de faire une petite vérification par vous-même aussi. Si par contre, vous voyez qu'il y a déjà beaucoup de YouTubeurs qui ont publié sur ce mot-clé, là, dites-vous que le train, vous l'avez raté, et franchement, ça sert à rien de mettre toute l'énergie dans une vidéo qui va de toute façon pas réussir à se retrouver en première place. Il vaut mieux repartir sur un autre mot-clé. Ou alors vraiment, si vous vous dites que vous avez un contenu incroyable à partager sur ce sujet-là, vous pouvez toujours regarder les vidéos qui ont déjà été publiées et analyser votre capacité à proposer quelque chose de vraiment bien meilleur. Il y a un autre paramètre que je vais regarder, c'est l'ancienneté des vidéos concurrentes. J'essaie qu'il n'y ait pas de vidéo qui ait exactement le même mot-clé qui a été publié il y a trop peu de temps. Parce qu'en fait, on va pas pouvoir jouer sur la nouveauté. YouTube aime ce qui est nouveau. Bon, alors c'est clair que c'est impossible de prévoir si quelqu'un est sur le point de publier une vidéo sur le même sujet, mais là, vous êtes dans votre recherche, vous essayez de mettre tous les éléments de votre côté pour vraiment garantir au maximum le succès de votre vidéo. Donc si vous voyez déjà qu'il y a un gros concurrent, qui a beaucoup d'abonnés, qui vient tout juste d'en sortir une sur ce mot-clé précis, franchement, dites-vous, enfin, vous gardez peut-être l'idée, mais vous vous dites, je me la garde pour dans 3 mois ou dans 6 mois, quoi. Et là, maintenant, je passe sur une autre idée. Je veux aussi regarder la longueur des vidéos. Et là, franchement, il y a aussi deux approches. Soit on se dit, moi, je vais faire plus long que mes concurrents pour avoir des meilleures durées moyennes de visionnage et donc l'algo, en fait, va pousser ma vidéo. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, les utilisateurs préfèrent se former avec des vidéos qui sont plus rapides. Donc eux, quand ils vont voir qu'il y a une vidéo qui fait 20 minutes et qui répond à la question, et une autre qui fait 6 minutes et qui répond à la question, ils vont se dire, je vais prendre celle de 6 minutes, quoi. Donc ça peut aussi jouer en votre défaveur, surtout dans cette époque de TikTokisation qui a complètement baissé les capacités attentionnelles des gens. Ils sont vraiment très attentifs à ça. Donc vous voyez vraiment qu'on n'est pas sur une science exacte, que c'est au cas par cas, et c'est pour ça que je vous invite vraiment, malgré le score que vidIQ va vous donner, d'aller faire un petit peu des recherches complémentaires par vous-même. Et il y a un quatrième élément que je regarde, et pour vous réveiller un petit peu, je vais y consacrer un chapitre très rapide. C'est la qualité des miniatures. C'est ça aussi que j'aime bien avec Morning Fame. On peut comparer sa miniature avec les miniatures des autres. Et Nico de Morning Fame, d'ailleurs, a publié une vidéo très intéressante dans laquelle il montre à quel point les miniatures, les vignettes YouTube se ressemblent. On peut prendre par exemple l'univers du bois, l'univers du jeu Minecraft, l'univers des Lego. Les vidéos qui parlent des mêmes sujets ont tendance à avoir les mêmes miniatures. Pour que les utilisateurs de YouTube cliquent plutôt sur votre vidéo, vous pouvez essayer de sortir de ce schéma avec une miniature qui serait totalement différente. Et donc dans sa vidéo, Nico de Morning Fame montre ensuite qu'il suffit de créer une miniature qui se différencie pour gagner le clic. Vous voyez donc que c'est important de penser à votre miniature
miniature avant, comme pour le titre de votre vidéo. Le paramètre suivant que je vais regarder, que je vais analyser chez mes concurrents, c'est la qualité de la vidéo. Je vais analyser la qualité technique, donc l'image, le son, la lumière, la qualité du montage, regarder si l'introduction est percutante, s'il y a beaucoup d'exemples concrets, si la personne a appliqué ce qu'elle dit ou si c'est juste de la théorie. En gros, est-ce que ça va être difficile ou facile de faire mieux? Et donc tous les paramètres que je viens d'évoquer, c'est des faisceaux d'éléments qui vont déterminer si oui ou non je pars sur cette idée. Vous voyez vraiment tout le travail que je fais avant même de commencer à enregistrer ma vidéo pour mettre toutes les chances de mon côté. Ça peut paraître beaucoup et c'est vrai, franchement que ça prend du temps, mais créer une vidéo YouTube prend du temps de toute façon. Écrire le contenu, l'enregistrer, le monter, le publier, répondre aux commentaires. Et donc ma philosophie, c'est de me dire, moi je préfère investir tout ce temps dans une vidéo, au moins qu'il y a un vrai potentiel. Alors vous savez maintenant comment trouver des sujets de vidéos qui vont faire des vues sur le long terme. Vous savez que votre audience est à la recherche d'informations sur ce sujet, que peu de YouTubeurs ont déjà publié des vidéos dessus. Maintenant, un titre uniquement avec des mots-clés, ça peut parfois paraître un petit peu monotone et pour rendre votre titre vraiment irrésistible, vous pouvez rajouter un petit peu de kérosène et c'est justement l'étape suivante de la méthode de l'écart stratégique, le pouvoir des titres irrésistibles. Avec vos mots-clés, vous avez déjà un beau petit feu. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du kérosène dessus. Alors, c'est quoi ce kérosène? C'est quelques mots en plus pour donner envie de cliquer, pour rendre le titre vraiment irrésistible. Les premiers mots de votre titre sont les plus importants en SEO. Vous devez donc commencer le titre de votre vidéo par la recherche sur laquelle vous voulez vous positionner. Reprenons notre exemple du slime. Supposons qu'il y ait une opportunité sur comment faire du slime. Le titre de votre vidéo doit absolument commencer par comment faire du slime. Vous êtes un petit peu bloqué avec ça, mais c'est vrai que c'est pas super accrocheur. Donc, on pourrait se dire qu'on rajoute un petit déclencheur qui donne vraiment envie de cliquer du genre comment faire du slime en 5 minutes pour moins d'1 €. Le guide définitif, comment faire du slime en 5 étapes. Ainsi, votre recherche reste intacte au niveau SEO et vous gardez toutes vos chances de vous positionner dessus. Et avec quelques mots en plus, vous donnez envie à vos spectateurs de cliquer dessus. Vous pouvez aussi utiliser les chiffres. Si on garde notre exemple, ça donnerait comment faire du slime, 9 techniques bluffantes, 3 erreurs à éviter, 10 façons rapides, 5 trucs imparables, 13 étapes clés. Vous pouvez aussi accentuer le côté rapide, comment faire du slime en 5 minutes, le raccourci ultime, même si vous n'avez que 10 minutes, instantanément. Alors il y a un truc super important et bon, j'espère vraiment que le message est passé, mais donc si vous jouez sur ces mots-clés-là, les premiers mots de votre titre, c'est ça qui va déterminer le SEO, le référencement. Donc vraiment, vous gardez comment faire du slime au début, bien sûr vous l'adaptez à votre vidéo, avec votre titre à vous, et vous rajoutez ce déclencheur, ce kérosène après. D'accord, vous mettez 2 points par exemple, vous le mettez entre parenthèses. Et comme ça, votre titre au niveau SEO restera intact. Quelques exemples personnels qui ont bien fonctionné. Comment filmer du dessus sans dépenser une fortune. Comment faire un live avec une caméra en 3 étapes. Bruitage pour montage vidéo que vous allez adorer. Alors pour aller encore plus vite, parce que je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns qui sont un petit peu fainéants et vous avez bien raison, on peut utiliser justement le coach IA de vidIQ. On sélectionne Advanced, comme ça il va vraiment travailler à partir des données de notre chaîne. Et là je vais lui demander, peux-tu écrire 5 idées de titres accrocheurs pour ma nouvelle vidéo? Comment faire des vidéos avec son téléphone? C'est très important d'inclure le mot-clé comment faire des vidéos avec son téléphone dès le début dans la phrase de chacune de tes propositions, car c'est le mot-clé sur lequel je veux me positionner. Il ne doit pas être modifié. On envoie la sauce et voilà que le kérosène arrive. Le guide ultime pour débutants, astuces et outils indispensables, secrets de tournage, techniques créatives. Donc évidemment, vous pouvez lui demander 10, 15, 20 idées. Vous pouvez lui demander de jouer sur l'urgence, sur les chiffres, tout ce qu'on a vu avant. La seule chose, il faut vraiment que le sujet soit aligné avec le thème de votre chaîne parce que lui va regarder les données de votre chaîne. C'est pour ça que dans cet exemple-ci, j'ai choisi comment faire des vidéos avec son téléphone. Donc peut-être que ça peut donner des idées vraiment originales, mais bon voilà, à vous de faire un petit peu les tests. En tout cas, vous avez maintenant votre petit feu que vous allez arroser de kérosène pour un titre irrésistible qui se positionne sur un mot-clé à gros potentiel. Il n'y a plus qu'une seule étape pour vraiment mettre toutes les chances de votre côté. Vous allez voir que, bon, c'est vrai, cette étape-là, elle est vraiment essentielle. L'étape suivante de notre méthode de l'écart stratégique, essentielle pour faire des vues si vous avez moins de 1000 abonnés, c'est une optimisation maximum. Et pour ça, on va continuer à utiliser le coach IA de vidIQ. Je vais lui demander, écris une description YouTube pour le titre. Là, je vais choisir le numéro du titre dans un langage naturel, dans le sens comme le dirait un être humain, en incluant les mots-clés suivants. Et là, je vais retourner sur l'onglet Keywords dans Matching Terms, vous vous souvenez de cette fonctionnalité que j'aime beaucoup, et sélectionner les mots-clés les plus pertinents. Alors là, il ne faut pas en prendre de trop parce que YouTube pourrait vous pénaliser pour ce qu'ils appellent le bourrage de mots-clés. Vous pouvez remplir la section tag, c'est beaucoup moins important que votre titre et votre description, mais avec vidIQ, ça prend quelques secondes, donc pourquoi pas le faire. Dernier conseil SEO,
Vraiment important, pensez à prononcer ces mots-clés dans l'intro de votre vidéo. Parce que YouTube fait une transcription automatique, il pourra voir que tout est cohérent, le titre, la description, le tag et le contenu de la vidéo. Mais tout ce travail de référencement ne portera ses fruits que si vos spectateurs restent pour le savourer. Et c'est là qu'on touche vraiment à l'essence même de l'engagement sur YouTube, l'intro qui change tout. Mettez le paquet sur votre intro. Il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à regarder votre vidéo, mais combien vont vraiment aller jusqu'au bout? Vous seriez surpris de voir combien de spectateurs vous perdez dès les premières secondes. C'est courant de ne plus avoir que 50% des spectateurs après 13 ou 14 secondes. Et j'ai vraiment un conseil en or pour diminuer les pertes des spectateurs. Je demande 15 000 € pour partager ces conseils, mais aujourd'hui, je suis en forme. C'est une chouette vidéo, donc je vais le faire gratos. Le plus important pour diminuer les pertes de spectateurs, c'est de créer une intro canon. Les 30 premières secondes de votre vidéo sont absolument cruciales. Et si vous avez la flemme d'écrire une intro qui est percutante ou que vous êtes simplement à court d'inspiration, j'ai une solution pour vous, c'est BrainTube. C'est un outil innovant basé sur l'intelligence artificielle qui ne se contente pas d'écrire une intro captivante pour vous, mais il s'occupe aussi du reste du contenu, le tout spécialement conçu pour YouTube. Et le meilleur, c'est que c'est totalement gratuit. Plus de blocage devant la page blanche, plus de perte de temps. Les canevas proposés par BrainTube sont complets, intuitifs et vous offrent une base solide tout en vous laissant la liberté de créer. Donc si vous voulez gagner du temps, avoir un contenu de qualité et surtout captiver votre audience du début à la fin, je vous recommande vivement d'essayer BrainTube. C'est un game changer et personnellement, je trouve que les résultats obtenus surpassent largement ceux de ChatGPT. N'oublions pas une vérité fondamentale du succès sur YouTube, l'effet cumulatif. Même armé des meilleures stratégies et outils comme vidIQ et BrainTube, le chemin vers le sommet est pavé d'incertitudes. Donc nous, on continue à utiliser la méthode de l'écart stratégique sur notre chaîne et parfois, ça marche pas. Ou ça marche mieux pour certaines vidéos et moins pour d'autres. Parfois, il faut 5 mois pour que la vidéo décolle. Ce qui est certain, c'est que au plus vous le ferez régulièrement, au plus vous avez de chances d'avoir des vidéos YouTube qui continuent à faire des vues des années après leur publication. Bonne chance et à bientôt.